secrétaire général, merci. Madame Ban, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, permettez-moi d'ajouter aussi de manière un peu plus simple, chère Ruth et chère Micheline, j'imagine que beaucoup d'entre vous comprendront. Mesdames et Messieurs, chers amis du monde, j'aimerais vous remercier tout d'abord d'être visiblement très nombreux à avoir suivi cette invitation et à parler avec nous de l'ONU et de la Suisse et du monde. Merci de votre présence. Merci aussi de tous les jeunes qui sont là. Nous sommes tous jeunes, mais visiblement, il y a beaucoup de jeunesse au fond de la salle. Je vous en remercie. Je suis très heureux de votre présence. Il y a 10 ans, heure pour heure, peut-on dire, le soir du 10 septembre 2002, le sommet du ciel new-yorkais brillait un petit peu différemment que d'habitude. Il brillait de rouge et de blanc. Ce jour-là, la Suisse, encore un peu étonnée de son courage d'ailleurs, eh bien la Suisse avait poussé le portail des Nations. Elle devenait le 190e membre de l'Organisation des Nations Unies. Merci, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir accepté l'invitation du Conseil fédéral et du Parlement suisse à nous rejoindre pour marquer ensemble ces 10 années de travail commun, ces 10 années de partage au fond, ces 10 années d'espoir aussi. Et Dieu sait que l'espoir est important dans ce monde, d'espoir pour un monde meilleur. Nous sommes déjà vus, Monsieur le Secrétaire général, hier à votre arrivée. Vous êtes avec nous aujourd'hui à Genève pour cette conférence. Vous serez avec notre pays pour la réception qui aura lieu tout à l'heure au Palais des Nations et qu'un demi-million d'abeilles transformeront en un souvenir durable, comme pour rappeler d'ailleurs ce magnifique proverbe arabe qui dit que quand tu lances la flèche de la vérité, tu dois toujours tremper la pointe dans le miel. Et vous serez aussi présent, Monsieur le Secrétaire général, à Berne, où vous vous exprimerez demain devant le Parlement fédéral, ce qui est exceptionnel. Bon, ce n'est pas exceptionnel pour un conseiller fédéral de s'exprimer devant le Parlement, mais pour quelqu'un qui vient de loin et pour quelqu'un comme vous, c'est un moment qui sera historique et nous en sommes vraiment très reconnaissants. Votre présence, au fond, en Suisse, c'est une marque d'estime, c'est une marque d'amitié, deux caractéristiques qui sont fortes et qui sont celles de la relation qui s'est tissée entre la Suisse et l'ONU, deux moteurs au fond de l'action commune. Merci donc d'être là, tout simplement, Monsieur Ban Ki-moon, Monsieur le Secrétaire général. J'aimerais vraiment vous demander de l'applaudir encore une fois. Bienvenue, willkommen, benvenuti, benveni. C'est par ces mots que le secrétaire général de l'époque, M. Kofi Annan, avait accueilli la Suisse devant l'Assemblée fédérale le 10 septembre 2002. Et c'est très certainement la première fois, mesdames et messieurs, de l'histoire qu'on parlait romanche devant l'Assemblée des Nations. Bon, on n'a pas parlé très longtemps romanche, mais au moins un mot. Bienvenue, willkommen, benvenuti, benveni. Et j'ajoute encore l'anglais. Pourquoi pas, je vais m'essayer aussi au coréen, en vous laissant deviner d'ailleurs quel mot et de quelle langue. Welcome, annyeonghaseyo. Bon, j'espère que c'est juste. C'est juste. Merci beaucoup. Je vous promets de travailler ma prononciation. J'ai déjà essayé un petit peu à Séoul, mais ce n'était pas très bon encore. Ce même mot de bienvenue sous toutes ses formes que la Suisse souhaite également vous adresser aujourd'hui à vous et à l'ONU que vous représentez. Mesdames et messieurs, 10 ans après avoir poussé, cette fois-ci, disons avec curiosité positive, le portail des nations, la Suisse est donc un pays membre actif de l'ONU, un pays engagé pour des valeurs, pour des objectifs clairement identifiables. Notre présence au sein de l'ONU nous permet d'agir plus efficacement, plus directement, pour des causes justes, pour des causes qui nous sont chères, avant tout dans nos efforts pour contribuer à la paix et à la sécurité, pour exercer une solidarité active. Cette présence a aussi accru notre influence et notre capacité d'action. C'est donc tout à la fois notre solidarité et notre responsabilité et aussi notre souveraineté qui sont renforcées. La Suisse a poussé le portail des nations et l'action qu'elle déploie à l'intérieur du palais de l'East River comme à l'intérieur du palais des nations ici à Genève lui permet de mieux défendre ses valeurs. Des valeurs
que la Constitution fédérale définit, notre texte fondamental définit clairement comme objectif de la politique extérieure de la Suisse. Car la politique étrangère, mesdames et messieurs, c'est à la fois une défense d'intérêts, des intérêts légitimes pour une nation, mais également la promotion de valeurs fondamentales qui sont très importantes tous les jours. Ces valeurs, ces intérêts, nous allons en parler. Commençons par les valeurs. Comme les doigts d'une main, précisément, ces valeurs sont au nombre de 5. D'abord, les droits de l'homme, un concept vaste et essentiel qu'on peut finalement résumer à ces deux grands principes que sont la liberté et l'égalité. La notion de fraternité aussi d'ailleurs s'y ajoute à travers notamment toute l'action humanitaire. Cet axe est presque dans les gènes de la Suisse, dans les gènes de Genève, capitale humanitaire, siège du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi siège du Conseil et également du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Genève, capitale des droits de l'homme. La deuxième valeur est la promotion de la démocratie. Et là, il n'est pas besoin de développer longuement et grandement, la Suisse ayant notamment fait la preuve par l'acte, puisqu'elle est le seul pays, jusqu'ici en tout cas, au monde, à avoir adhéré à l'ONU à la suite d'une votation populaire, ou plutôt, plus exactement, à la suite de 2 votations populaires, parce que comme vous le savez, les Suisses, ils réfléchissent toujours beaucoup, et il leur faut très souvent 2 fois pour dire oui. La première fois, c'est non, et la deuxième fois, c'est oui. Et là, ça s'est bien passé. J'en viens à la troisième valeur suisse, l'inestimable valeur de la paix qui a son avenue ici à Genève, mais qui n'est jamais un chemin facile à gravir. La paix, au fond, c'est une colombe sauvage qui ne se donne jamais, qui doit se gagner chaque jour et qui mérite de constants efforts. Ces efforts, la Suisse cherche à les offrir. Elle est naturellement prête même à les donner lorsqu'elle peut et lorsque les protagonistes le veulent au travers d'actions de médiation ou par ses bons offices. C'est ce qui explique notamment son rôle particulier en Iran, son rôle particulier dans le Caucase ou encore ses efforts de médiation, de soutien à la médiation de la CEDEAO au Mali, des efforts, mesdames et messieurs, qui se font en terrain miné. On peut dire c'est des dialogues efforts, comme on peut parler de kilomètres efforts. Parfois, ils sont critiqués, mais ils sont utiles à la paix, donc ils sont nécessaires. Cette paix qui permet de vivre en se tenant droit, qui est donc aussi la colonne vertébrale de la Charte des Nations Unies. La lutte contre la pauvreté est une autre valeur, la 4e, que la Constitution fédérale demande à la diplomatie suisse, je dirais en général à la Suisse et aux Suisses, de promouvoir. La lutte contre la pauvreté qui passe notamment par des efforts en matière de coopération et de développement. Et demain matin, juste avant votre venue, Monsieur le Secrétaire général, nous débattrons au Parlement du crédit de plus de 11 milliards de francs suisses que le Conseil fédéral demande pour les années 2013 à 2016. Une dépense d'1 franc par habitant et par jour dans ce pays pendant toute la période, donc 2013 à 2016, 1 franc par jour et par habitant. Ce pays qui permettra ainsi de lutter contre la faim, la soif, la misère ou la maladie dans ce monde, des valeurs et un combat qui sont également au cœur des préoccupations des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. La lutte contre la pauvreté qui passe aussi par le développement des échanges, par le développement du commerce que la Suisse veut promouvoir et développer, notamment ici à Genève. C'est l'une des priorités de la Genève internationale, car Genève sait, par son histoire, qu'il est le meilleur moyen, ce commerce et ces échanges, de sortir un pays de la pauvreté. Enfin, la Constitution suisse promeut la protection de l'environnement et des ressources. La Suisse agit au fond à domicile, elle agit également en contribuant dans le monde, et Genève joue là aussi un rôle essentiel, elle qui regroupe de nombreuses organisations et associations actives dans les questions de climat et d'environnement. Genève, dont nous espérons que malgré un processus favorable, beaucoup plus favorable aux alliances régionales qu'à l'analyse objective des candidatures, Genève, dont nous espérons qu'elle contribuera à renforcer les synergies dans la lutte pour le climat en accueillant dès l'an prochain le Fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, l'adéquation est forte entre les valeurs et les actions de l'ONU et celles de la Suisse. Elle est même si évidente qu'on en vient à se demander pourquoi la Suisse n'y est présente que depuis 10 ans. Dans tous les cas, ces 10 ans ont été un progrès. 10 ans durant lesquels de nombreux serviteurs de la Suisse, de nombreux serviteurs de ses valeurs, ont passé tous les jours, cette fois-ci systématiquement,
le portail des nations pour se battre de l'intérieur pour un monde meilleur dans tous ces domaines et dans d'autres. Un grand travail a été fait, un travail utile, un travail nécessaire et un travail, ma foi, insuffisant, mesdames et messieurs. Insuffisant, car si sur certains points on peut dire que le monde est meilleur qu'il y a 10 ans, dans de nombreuses régions, il est aussi devenu plus instable, voire plus injuste, voire même plus cruel. Notre travail, le vôtre, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté internationale, et vous, chers compatriotes, et vous aussi, Mesdames et Messieurs de la nouvelle génération, eh bien, vous devez savoir que ce travail a été important et juste, mais qu'il n'a pas suffi. Et ce sont à nouveau les abeilles qui nous le rappellent, cette fois-ci au travers d'un proverbe québécois, l'abeille qui reste au nid, eh bien, elle n'amasse pas de miel. Nous devons travailler encore plus. Nous devons nous engager encore plus pour nos valeurs sur le terrain. Nous en sommes responsables. L'état du monde nous oblige. Sur une planète qui rétrécit au rythme effréné des avancées scientifiques et technologiques, sur une planète dont l'avenir dépend aussi d'ailleurs des mêmes progrès scientifiques et technologiques, auxquels la Suisse contribue d'ailleurs largement, l'interdépendance des problèmes, des défis est devenue une évidence. L'instabilité ailleurs due à une guerre, à une crise économique, politique, religieuse, à une catastrophe naturelle ou à un accident humain, tout cela représente des périls pour nos concitoyens. C'est la mise en danger d'investissement, c'est une difficulté pour le commerce, pour les exportations, c'est une mise en danger de l'accès aux ressources, ce sont des migrations accrues, ce sont aussi des instabilités qui s'installent et qui surtout, mesdames et messieurs, qui surtout peuvent rendre la vie plus dure et plus injuste aux enfants d'aujourd'hui, aux générations futures. Plus que jamais, les problèmes des autres sont aussi les nôtres. En nous engageant pour la paix et contre la pauvreté, pour l'environnement, pour la démocratie et pour les droits de l'homme, eh bien nous favorisons la stabilité qui manque terriblement dans ce monde. Une stabilité qui en elle-même est une condition pour la sécurité de notre pays aussi, pour sa prospérité, pour son accès aux ressources, tant pour son indépendance réelle et vécue. Nous défendons donc à la fois nos valeurs et nos intérêts, ce que justement prescrit la Constitution fédérale, notre texte fondamental, et là je parle des intérêts, qui sont la sécurité, l'indépendance et la prospérité. Des valeurs et des intérêts qui en viennent presque au fond à se fondre et à se confondre, dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi, dit la chanson. Plus que jamais, solidarité rime, mesdames et messieurs, avec responsabilité. La devise de la politique étrangère de la Suisse en ce début du XXIe siècle devient naturellement neutralité, responsabilité et solidarité. Neutralité, solidarité et responsabilité parce que la Suisse le veut, parce qu'il ne pourrait pas en être autrement et parce que le monde nous oblige. Et où mieux que dans la Maison des Nations Réunies pourrions-nous y travailler encore plus, y répondre, comment travailler encore mieux à ces défis? Eh bien, le Conseil fédéral a souhaité que la commémoration des 10 ans de l'adhésion de l'ONU ne soit pas seulement une occasion de contempler le passé, plus ou moins béatement. Cela ne suffit pas et nous n'en avons, à vrai dire, pas le temps devant l'urgence du monde. Nous avons souhaité que l'on ne s'arrête pas sur l'image, mais qu'on la projette. Que ces 10 ans soient avant tout un nouvel élan, un tremplin pour réfléchir aux moyens d'agir encore plus et encore mieux dès demain et pour demain. Le Conseil fédéral a établi 2 axes forts pour l'engagement de la Suisse dans les années à venir derrière le portail des nations et pour les nations. C'est l'axe de la promotion d'une meilleure sécurité et c'est l'axe de la réforme de l'Organisation des Nations Unies. En 2 mots, réforme et sécurité, ces 2 priorités sont le prolongement de l'action de la Suisse dans un monde qui change. Depuis la création de l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, le changement le plus fondamental du système international est peut-être celui des normes qui le régissent. Les États restent souverains, mais cette souveraineté s'est chargée au fil des ans d'une notion positive pour l'individu. En souscrivant à la Charte des Nations Unies et à d'autres instruments juridiques internationaux, les États s'engagent à respecter les principes fondamentaux, des principes fondamentaux tels que le renoncement à l'utilisation de la force dans les relations internationales ou le respect des droits de l'homme. La souveraineté de l'État est comme la liberté des individus. La souveraineté de l'État a des limites qui sont celles de la souveraineté des autres États et celles des libertés et des droits fondamentaux de leur population. Cette évolution
c'est le remplacement de la force par le droit, c'est l'extension de la notion d'état de droit au champ international. L'état de droit, un des principes fondamentaux qui font la Suisse, que la Suisse veut promouvoir, au fond, mesdames et messieurs, c'est l'émergence d'un monde de droit. Mais la naissance de droits et d'obligations ne suffit pas toujours. Il faut encore la volonté de les respecter, de les faire respecter, de les appliquer. La volonté politique au sens premier du terme, de les vivre, tout simplement. La situation insoutenable en Syrie le démontre sous nos yeux. Les obligations internationales, celles du droit international humanitaire en particulier, mais aussi celles des droits les plus fondamentaux de la personne humaine, sont violées gravement au quotidien. Et pourtant, la communauté internationale est paralysée, enferrée, et l'ONU avec elle, tiraillée entre la nécessité de réagir et des intérêts géopolitiques, régionaux et plus globaux aussi, il faut bien le dire, qui font parfois triompher le cynisme. La Suisse, elle, agit sur un triple plan. D'abord sur le plan politique, la promotion, malgré tous les obstacles, d'une solution politique au conflit et donc la poursuite des efforts diplomatiques, bref, la préparation de ce qui est si important, l'après. La seule chose qui est sûre d'ailleurs en Syrie, c'est que ce qui viendra après, ce ne sera pas un retour au statu quo ante. Il faut donc préparer cet après pour que cet après se passe bien mieux que ce que l'on doit malheureusement vivre actuellement. Deuxièmement, l'action humanitaire pour laquelle la Suisse a augmenté de plus de 50% son engagement en 2 mois. Et nous appelons tous les acteurs internationaux à augmenter leurs efforts pour soutenir les populations touchées par cette crise. Les femmes, les enfants, les familles qui fuient les combats, et aussi les familles et les populations courageuses et généreuses qui les accueillent dans les pays voisins. C'est mal connu dans notre pays, mais il y a des familles, au nord du Liban en particulier, qui accueillent systématiquement les réfugiés venant de la région de guerre. Et nous souhaitons aider directement ces familles d'accueil à la frontière nord. Enfin, troisièmement, nous agissons en luttant contre l'impunité. La Suisse regroupe autour d'elle des États, autour d'une initiative, plus exactement, qui demande au Conseil de sécurité de déférer le cas syrien devant la Cour pénale internationale. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité doivent cesser, ne doivent pas rester impunis. Plus de 30 États soutiennent cette démarche et devant la situation dramatique qui s'intensifie, les soutiens ont augmenté rapidement ces derniers jours. Nous avons entendu, Monsieur le Secrétaire général, les mots forts que vous avez prononcés ce matin à Genève. Plus exactement, nous les avons lus et nous avons vu que devant le Conseil des droits de l'homme, vous vous êtes exprimé clairement à ce sujet et je constate que là aussi, l'ONU et la Suisse défendent les mêmes valeurs. Mesdames et messieurs, le monde ne va pas bien partout, il va même parfois très mal, et pourtant, il se porterait certainement moins bien encore sans l'ONU. Grâce à l'ONU, nous avons pu faire progresser ensemble le système international. L'interdiction de recours à la force non autorisée par le Conseil de sécurité, la responsabilité de protéger, qui oblige un État d'être en mesure de protéger sa population civile, ou la notion de sécurité humaine, si chère à la Suisse, qui vise à assurer l'intégrité de l'individu face à la violence. La stabilité et la sécurité des pays n'est pas suffisante si la sécurité des hommes et des femmes qui font ces pays n'est pas assurée. Cette vision allie dès lors de nombreuses valeurs et de nombreuses politiques traditionnelles, la promotion de la paix, celle des droits de l'homme, les politiques de migration ou encore la politique humanitaire. Mais face aux faits, eh bien, l'ONU n'est pas parfaite. Une fois encore, la situation actuelle en Syrie le démontre de manière criante. Voilà pourquoi la Suisse veut développer en priorité ces 2 axes de réforme et de sécurité. La sécurité humaine doit s'améliorer sur notre planète pour atteindre une meilleure stabilité et donc développer les fondements de la prospérité. Parallèlement, l'ONU doit se réformer pour être plus efficace, pour être au moins tout autant un endroit où l'on agit qu'un endroit où l'on parle. Et parce que le droit de décision donné à un organe comme le Conseil de sécurité lui impose aussi des responsabilités. Voilà pourquoi la Suisse se bat. Voilà pourquoi la Suisse se bat pour que le Conseil de sécurité consulte plus, agisse dans une plus grande transparence, ou que les membres permanents s'obligent eux-mêmes à ne pas user du droit de veto dans le cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. L'ONU doit aussi être plus efficace pour mieux protéger, être capable d'engager plus de ressources et d'énergie dans la prévention des conflits grâce à des outils comme la médiation ou les missions politiques spéciales. Le Conseil fédéral tient à saluer l'action du secrétaire général et de toute son équipe, notamment ici à Genève,
qui veut améliorer et augmenter la capacité des experts civils. Pour ce qui est des réformes au sens plus large, notre vision est celle d'une ONU moderne, agile, légère, capable de coordonner efficacement les actions sur le terrain, une utilisation ciblée et efficiente des ressources, une approche plus intégrée et une meilleure mise en réseau des informations de terrain pour gagner en efficacité. Réforme et sécurité sont au fond les deux faces d'une même médaille. En se réformant, l'ONU ne doit toutefois pas perdre de vue son attachement à la diversité des cultures et à la diversité des lieux. Dans plusieurs domaines essentiels, le commerce, l'environnement, les droits de l'homme, la sécurité humaine, la santé également, eh bien, de nombreuses organisations internationales et associations ont leur siège à Genève. Ce rôle d'hôte restera un pilier central de l'engagement de la Suisse. Genève est utile à la Suisse qui gagne en influence, mais Genève est aussi utile au monde. Genève, c'est certes de la pierre, et il nous faudra être innovants pour que le site reste attractif. Il faudra aussi que l'ONU et ses membres poursuivent leur engagement. En plus des 50 millions de francs offerts par la Suisse, la rénovation du Palais des Nations nécessite d'autres investissements pour que le travail qui y est réalisé quotidiennement soit efficace et durable. Il en va de même d'autres organisations. Là aussi, c'est une question de responsabilité. Mais Genève, ce n'est pas seulement de la pierre, c'est aussi et surtout un état d'esprit. Un esprit de Genève renforcé par la richesse de son environnement intellectuel et le rôle d'institutions comme l'Université de Genève et comme l'Institut des hautes études internationales et du développement, que j'aimerais ici remercier du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Nous souhaitons que Genève soit aussi représentative de la Suisse en cela. La Suisse est une des nations scientifiquement les plus avancées, les plus innovantes du monde. Ses atouts, ceux de la recherche, ceux de la formation, eh bien, ces atouts peuvent aussi être ceux de Genève pour le monde, un lieu où l'on conçoit les réformes nécessaires et les évolutions du monde de demain. Mesdames et messieurs, la Suisse peut être fière et peut être heureuse d'avoir poussé très démocratiquement le portail des nations il y a 10 ans. Et l'ONU peut être fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle a réalisé pour notre monde et pour le genre humain, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne saurait s'en satisfaire loin de là. Nous ne pouvons qu'être impatients face à toutes les imperfections, toutes les lenteurs, toutes les inefficiences du système, face à tous ces regards d'enfants qui nous interrogent du fond de leur âme que le monde, notre monde, a rendu triste. Nous devons nous mettre au travail inlassablement, travailler mieux, plus fort, dès demain, pour que le système des Nations Unies s'améliore, pour qu'il contribue davantage, chaque jour, à la stabilité de notre monde, à la sécurité des hommes et des femmes, et peut-être surtout de ces enfants dont je viens de parler. La Suisse veut y travailler comme État hôte, comme État membre, comme État de droit. Elle veut y contribuer aussi comme membre du Conseil de sécurité dans 10 ans, pas tout de suite, dans 10 ans. Plus exactement, dans 11 ans, en 2023-2024, période pour laquelle le Conseil fédéral a décidé de faire acte de candidature en accord avec les commissions de politique extérieure du Parlement. Parce que cela renforce, mesdames et messieurs, la souveraineté de la Suisse, parce que cela correspond à notre notion de solidarité et de responsabilité, tout en étant compatible avec notre neutralité. L'occasion d'utiliser au service du monde nos forces si helvétiques, notre tradition démocratique chevillée au corps, le respect des minorités vécues au quotidien au travers d'un fédéralisme que l'on nous envie de par le monde, notre attitude impartiale par nature, notre attachement au dialogue par coutume, notre tradition des bons offices et des médiations par passion, notre engagement de longue date pour le développement et la coopération pour vaincre la pauvreté. Mesdames et messieurs, la Suisse a poussé avec espoir, au fond, le portail des nations voici 10 ans. Au moment de souffler les bougies, on formule habituellement un vœu. Eh bien, formulons ici le double vœu, que le travail de la Suisse au sein de l'ONU s'intensifie encore et que l'organisation gagne du terrain, qu'elle gagne sur le terrain, qu'elle s'approche humainement de ses idéaux pour rendre le monde plus sûr, pour rendre le monde meilleur, pour illuminer les regards des enfants lorsqu'ils nous interrogent. Merci, bonne soirée et belle prochaine décennie. Your Excellency,
Mr. Didier Burkhalter, Foreign Minister of Switzerland, Professor Jean-Dominique Vassalli, Rector of the University of Geneva, Dr. Philippe Bourrin, Director of the Graduate Institute, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, former President Dr. Carl Miret, it's a great pleasure to see you again. Distinguished heads of international organizations, United Nations, present this afternoon. Distinguished faculty members, young students, ladies and gentlemen, good afternoon. Bon après-midi, guten Tag. It's a great honor for me to participate in this very historical, distinguished University of Geneva, which has more than 450 years of history. Just the sheer history of this great university, distinguished university, makes me honored and inspired. Let us be all inspired this afternoon and in the future with the great teachings of professors and this university has made to the development and peace of great country, Switzerland. It's again great honor for me to participate in the celebration of the 10th anniversary of Switzerland joining the United Nations. There cannot be any better and more honorable occasion for me to participate in this celebration together with the people of Switzerland in this very important occasion. And I thank you very much for your kind invitation for me to be here with you. And thank you very much for your warm welcome. Merci de vos accueils très chaleureux. Je suis très ému. Ten years ago, today, Switzerland raised its flag for first time at the United Nations. As a Korean diplomat, I used to always sit next to Switzerland delegations, observer delegations. Korea joined 10 years before Switzerland joined. And I was just working as chef de cabinet the President de l'Assemblée Générale. Just a few days before you were admitted to the United Nations, I had to leave because I finished my term. I was not able to witness that important ceremony. At that time, the Swiss President, Mr. Caspar Villiger, I was told, spoke movingly about that moment and its meaning. He said flags were originally used as battle standards, but military campaigns, he added, has been replaced by a peaceful forum, the United Nations. And he stressed that Switzerland would contribute actively to that forum. Switzerland has that pledge. Of course, the country's deep engagement long precede is a formal membership. You may have been an observer, but you did not sit on the sidelines. Geneva, once home to the League of Nations, is today our indispensable European hub. Switzerland gave the world the Geneva Conventions, part of the underpinning for the humanitarian action we continue to pursue today. In less than 10 years, Dr. Joseph Dice played a very important leadership role as President of the General Assembly of the United Nations. And it has been one of my great honors and pleasure to work with him, me as a Secretary General and he as a President of General Assembly. Yet, even beyond these contributions, there is something less tangible, but no less powerful, what we might call the Swiss way. You are open, diverse,
multilingual. Your society runs on consensus, dialogue, and peaceful coexistence. That is also our mindset of the United Nations. We are a good fit, Switzerland and the World Organization. And that is a good thing at this time of challenge and change, the focus of my remarks today here. Ladies and gentlemen, the world is in the midst of a great transformation. This transition is economic, as new powers emerge largely in the global south. This transition is also environmental, as we seek a more sustainable path to secure our long-term well-being. And it is also political, as people rightly demand a greater say in the decision-making process and in their lives. Today, we look out upon a global landscape full of uncertainty. We see rising unemployment, rising temperatures, and in too many places, rising tide of intolerance. The United Nations itself must rise to this moment. That means strengthening our core missions, peace, security, development, and human rights, to which Switzerland is very much committed. But it also means identifying today's urgent needs, what people care about during the day, what keeps them up at night. And it means making a difference now, at this time, in real time. This was the rationale behind the action agenda I announced January this year, at the outset of my second term as a Secretary General. Sustainable development, prevention, helping countries in transition, building a more secure world, and empowering world's women and youth. 5 imperatives, 5 opportunities for all of us to make this world better for all. Switzerland is making a difference in each of these areas. I want to work even more closely with you to build on this record. Let me just explain more in detail on these 5 imperatives. First, sustainable development. You are all aware of the perilous path we are on towards climate change and destabilizing inequalities. On a previous visit to Switzerland a few days ago, I was given a special flight over these majestic Alps mountains. But at the same time, while it was majestic and beautiful, I was threatened, alarmed by these melting glaciers on the Alps. That was a clear warning signal of serious problems to come. This planet Earth is on a tipping point. Depending upon how we address this climate change, we may fall into a disaster, we may move ahead toward common prosperity. The challenge is to change course while there is still time. But let us not succumb to doom and gloom. There is an understandable moment for change. We saw this at the Rio Plus 20 Summit meeting, which was held in June in Rio de Janeiro. The mobilization of civil society, not only government leaders, and mobilization of a strong partnership by many private companies, philanthropists. They were all united to work together to make this world better for all, to shape this world and to shape future we want. And we can see this in a seriousness with which the world is now embarking on the crucial task of establishing sustainable development goals and defining the post-2015 development agenda. But let me
also be clear. Even as we look beyond 2015, there should be no let-up in our work for the Millennium Development Goals. Much work lies ahead to eradicate extreme poverty and hunger, provide decent work for all, and pass on a healthier planet to our children and grandchildren. I am very grateful for such a strong commitment and leadership of Switzerland government to eradicate this poverty by investing in people. And that's a great encouragement to all of us. I commend Switzerland for its commitment to development. At a time when countries are cutting back on aid, Switzerland is stepping up. Switzerland is increasing assistance, investing in people, and leading by example. I have established a high-level panel of eminent persons who will come with a vision, bold but practical vision for development agenda post-2015. And member states will soon engage in negotiating what kind of goals we will have in the name of Sustainable Development Goals, which will be a successor of Millennium Development Goals. Excellencies, ladies and gentlemen, today, solidarity has a new frontier. Federal Chancellor has just said responsibility, solidarity. These are one of the three key goals. Countries, we have to help those countries in transition. We have seen dramatic transformations in the countries where people were shouting, people were demanding their legitimate right, legitimate human dignity. We have to listen to their voices. I have been repeatedly urging leaders, before it is too late, you must listen carefully to their legitimate aspirations. This is a second opportunity highlighted in my action plan. Ladies and gentlemen, think of the hopeful changes we have seen in recent months alone. A free Do Aung San Suu Kyi of Myanmar, who came first to Geneva to thank the international community for their support. A democratically elected president. They say first election in 5,000 years in Egypt. I met President Morsi of Egypt, first democratically elected president. The consolidation of reforms in Tunisia and Libya, they are all encouraging, even though there are some elements of instability still. But we can help them. These efforts, which emanated from within, need international support. That is why my action agenda focuses on helping countries in transition. Switzerland has been out front in providing just this kind of assistance. In Tunisia, you have placed a special emphasis on developing the country's civil society. The challenges across this arc of change are vast, from institution building to electoral support, from economic recovery to the empowerment of women and protection for minorities. We need Switzerland's continued engagement. We also need your help in the diplomacy and humanitarian response on Syria. The situation in Syria has worsened, deteriorated considerably. There have been appalling human rights abuses, violations, and aerial bombardment of civilian areas by the government. Sectarian relations are severely strained, threatening the cohesion of a very diverse society. I continue to call on all the parties to convince the parties that a military solution is wrong. They must stop. Both sides must stop right now. Those who are providing arms to either side are only fueling more mayhem and misery to the Syrian people. The only way out of this conflict
is through a credible political transition that meets the legitimate aspiration of Syrian people. That is what Joint Special Envoy Kofi Annan did so hard to set in motion, and it is now what Joint Special Representative Lakhdar Brahimi will do as he prepares his first visit to Damascus soon. Everywhere in the region, the situation of the Palestinians and the impasse in the peace process with Israel remains a major concern. Resolving the conflict and ending the occupation are long overdue. The United Nations will continue to spare no efforts to assist the parties in resuming meaningful negotiations to realize the two-state solution where Israelis and Palestinians can live side by side in peace and security. I am deeply convinced that this is in the best interest of both sides. We will also continue to support the institution building efforts of the Palestinian Authority and President Abbas and to encourage Palestinian reconciliations. All parties should avoid provocations, reject the violence, and lower tensions at this time. The regional context adds even more urgency to breaking this stalemate. Mesdames et Messieurs, Excellences, le troisième axe de mon plan d'action est la prévention. La prévention renvoie à toutes sortes de choses. La prévention des conflits, bien sûr, par la médiation, l'arbitrage, l'alerte précoce et l'intervention rapide pour éviter que les tensions s'empirent. Mais aussi la prévention par le biais de la réduction des risques de catastrophe et le renforcement de la faculté d'adaptation face aux chocs économiques et sociaux qui ne cessent de s'abattre sur le monde depuis quelques années. Et toutes ces activités ont pour point de départ la Suisse. Tout comme le programme pour le désarmement, qui joue un rôle crucial dans la construction d'un monde plus sûr, le quatrième pilier de mon programme d'action. Nous avons obtenu de bons résultats, comme l'accord remarquable interdisant complètement les armes à sous-munitions, la déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, et les résultats prometteurs de la conférence d'examen du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères la semaine dernière. Je remercie la Suisse pour avoir été à la pointe de ces entreprises. Votre pays a contribué de manière significative à rendre le désarmement pertinent pour les personnes vivant dans le dénuement et la peur. En revanche, je ne peux que déplorer une fois encore l'impasse dans laquelle demeure plongée la conférence du désarmement. Toutes les initiatives récentes en matière de désarmement ont été prises hors du cadre de la conférence. En outre, les négociations consacrées au traité sur le commerce des armes qui ont pris fin en juillet ont donné des résultats décevants. Et pendant ce temps, les dépenses consacrées aux armes de mort ne cessent d'augmenter alors que tant d'autres secteurs manquent cruellement d'argent. Mobilisons-nous pour donner un nouvel élan à la campagne pour le désarmement, mais aussi pour retrouver l'essence
des priorités et donner la première place aux populations. Excellencies, ladies and gentlemen, my fifth imperative is an empowerment challenge to realize the rights of women and to unleash the energies of youth, the largest generation the world has ever known. Unemployment rates for young people are at record levels, 2, 3, sometimes even 6 times the rate for adults. In many areas of the world, there is a significant mismatch between young people's skills and available jobs for them. But let us recognize that while young people want jobs, they also yearn for something more, a seat at the table, a voice in shaping their future. Ladies and gentlemen, this is a broad and ambitious agenda. To succeed, we need to harness the power of partnership. Without partnership, all this ambitious bold agenda cannot be achieved. We want to work even more closely with the civil society. We want to build on the great strides we have made with the private sector, including through the Global Compact, our corporate citizenship and sustainability initiative. Ties with the philanthropic community are also deepening on health challenges and much else. Just before coming here today, we joined together to open an exhibition at the League of Nations Museum at the United Nations office in Geneva. I thank the donors involved for their commitment to this important piece of the world's common heritage. Geneva's many world-renowned research and educational institutions also have a place in this constellation of actors. Please join our United Nations Academic Impact Initiative. The University of Geneva is a member. I invite the Graduate Institute to join as well. Progress also demands an effective United Nations. We continue to strengthen and modernize the United Nations. My commitment is to make this organization more efficient, more effective, more transparent, and more mobile, so that we can meet the expectation of world community, so that we can deliver all the assistance to those people who are in need of our support. Switzerland membership has advanced the reform effort too, and I appreciate such a strong commitment and support to make this organization reformed. In this interdependent era, in this time of uncertainty and unease, we need governments and people to recognize that on so many issues, the global interest is a national interest. We need every country to put its best self forward and work with others for solutions. 10 years ago, in just that spirit, Switzerland came into the big global tent. That is the United Nations. And today, I wish to assure all of you that tent is a far better place for having Switzerland fully in it. And we all stand a better chance of achieving the common progress we seek and so urgently need. Ladies and gentlemen, let us work together, all of us, government, civil society, economic enterprises, philanthropists, men and women, young and old, to work to make this world better for all, to shape this future which we want. That's our common collective responsibility. And I thank you for your commitment and leadership. Thank you very much. Merci. Voilà, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Conseiller fédéral, merci d'accepter le principe de cette discussion ouverte, qui sera forcément un peu courte aussi, puisque le temps nous est compté, mais je vous prierai de jouer
chacune et chacun le jeu, c'est-à-dire de poser des questions réelles et, si vous le voulez bien, messieurs, de répondre dans la limite possible de la brièveté. Vous rappeliez, monsieur le conseiller fédéral, avec humour que dans cette salle, il y a beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup d'anciens étudiants. Ce qui nous rappelle qu'il y a 10 ans, je crois que c'était en mars 2002, beaucoup d'entre nous avaient voté oui, mais je crois que c'est 45% quand même qui avaient voté non à peu près. Donc une partie d'entre nous. Et pour ouvrir la discussion, en un mot, à ceux qui avaient voté non à l'époque, qui peut-être ont changé d'avis, qu'est-ce que vous diriez comme exemple de l'intérêt que nous avons eu, vraiment l'intérêt, aussi pour nos valeurs, d'être dans l'ONU? Moi, j'ai envie de tourner la chose. Si on avait une majorité de non, s'il y avait une majorité de non, ça voudrait dire que la Suisse n'aurait précisément pas pu faire preuve de solidarité et de responsabilité. Donc, mesdames et messieurs, en Suisse, on aurait été encore plus. Alors, vous avez le micro-cravate qui devrait marcher. Alors, madame, s'il vous plaît, merci. Voilà, merci. Voilà. Quand on dit non, il faut changer de micro. Si on avait dit non, on aurait eu une situation. Ça marche toujours pas. Ah ouais. Voilà. Ça, pour faire taire les journalistes, c'est très efficace. Il faudra essayer ça une fois. Mais ça marche quand c'est vous qui parlez. C'est la RTS. Alors j'essaie de vous dire, mesdames et messieurs, dans la limite de la brièveté. Voilà. J'essaie de vous dire que s'il y avait eu un non, la Suisse serait non seulement pas capable de faire preuve de cette solidarité, de cette responsabilité qui est indispensable, mais elle aurait été encore plus isolée. Et Dieu sait si on entend toujours la discussion sur l'isolation de la Suisse. Et je crois que le fait d'avoir pu aller d'une part dans l'ONU, mais en plus de jouer sur la carte de la spécificité de la Suisse, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, comme en parlait M. Ban Ki-moon tout à l'heure, je crois que c'était très important. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Monsieur le secrétaire général, vous avez accepté, c'est toujours un peu risqué, mais je suis sûr que la salle jouera le jeu très bien, de répondre aux questions. La parole est exactement à qui la veut. Peut-être parmi les étudiants, puisque d'abord ils étaient conviés, mais évidemment à chacun qui la voudra. Monsieur en blanc, si vous voulez bien. On va vous donner un micro, j'imagine. Ah. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général et monsieur le conseiller fédéral, je vais faire très court. Je peux rester assis ou non? On vous entend très bien, monsieur. Parfait. Alors je vais m'asseoir. Posez votre question surtout. Merci. Parfait. Je suis Shadi Aman, fondateur du collectif Jasmin, suisse d'origine syrienne. Et vous imaginez bien, ma question va concerner évidemment la situation en Syrie. Je dois dire d'abord, monsieur le conseiller fédéral, que j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Je l'ai trouvée fine, je l'ai trouvée digne, je l'ai trouvée juste. Et j'étais particulièrement touché par ce que vous avez dit sur la Syrie aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup. Pardon pour l'émotion. Mon camarade ici, qui arrive de Homs et qui était médecin donc en Syrie jusqu'à il y a quelques temps, m'a dit si seulement la Suisse pouvait nous annexer une dizaine d'années, nous donner quelques leçons de fédéralisme, de démocratie et d'initiative populaire, on n'en serait plus là et on pourrait vraiment régler un certain nombre de choses. Je vous laisse donc réfléchir et transmettre en haut lieu. Maintenant, ma question sur la Syrie, elle est la suivante. Ce drapeau, qui est le drapeau de la révolution, qui est le drapeau de la Syrie, ce drapeau, tôt ou tard, on le sait tous, il finira par flotter sur la belle place des Nations à Genève, et on finira par le voir haut et fier et libre de flotter dans ce pays. 30 000 morts déjà en Syrie, c'est absolument catastrophique, c'est un bain de sang. Ma première question s'adresse donc à M. Ban Ki-moon, si vous me permettez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de réformer cette institution qu'est l'ONU
et de faire en sorte qu'il n'y ait plus des garde-fous au sens propre du terme. Monsieur, Des si vous garde-fous permettez, qui laissent des laissons dictateurs. Laissons répondre Monsieur Bantimou. Monsieur, Merci. Des Merci beaucoup. garde-fous qui laissent donc des dictateurs permettre qu'une population se fasse massacrer comme ça en toute impunité. Monsieur, Et ma merci. deuxième S'il question, vous et plaît. j'aurais terminé, Il faut jouer le jeu, monsieur, s'il vous plaît, Monsieur. sinon il n'y aura pas de place pour d'autres questions. juste à Monsieur le D'un mot, Conseil s'il fédéral, vous et je plaît. termine. Ma question donc à Monsieur le Conseil fédéral, c'est est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi une possibilité, c'est une question importante, de voir la Suisse être plus interactive avec la société civile aujourd'hui et de travailler de manière plus resserrée pour qu'on puisse ensemble, les Suisses qui vivons ici, aider et travailler avec vous pour qu'on puisse ensemble arriver à trouver des solutions humanitaires, comme vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple. Monsieur, merci. Je vous remercie. Alors, monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Let me answer in English, even though I really like to learn more the French. I'm a little bit, not sure whether your focus of your question is more on Syria or more on reform of the United Nations to allow for the United Nations to address the situations like in Syria. I think both are related. I know that not only Syrian people, after almost 20 months of a situation continuing like this way, all the members of the international community are frustrated and even angry, not being able to resolve this issue with more than 20,000 people being killed, 2.5 million people affected, and more than 250,000 refugees in the neighboring countries. This is an unacceptable situation. In the name of humanity, it must end. We must give legitimate right and dignity and human rights and peace and stability to Syrian people. This is exactly what we have been trying to achieve, United Nations. Unfortunately, the members of the United Nations have not been united in addressing this issue. A lot of talks, a lot of meetings, but they have not been united. That's a very sad, sad situation. As a Secretary General, I have been really trying to convince President Assad many times directly over the phone. And we've been appointing joint special envoy, now joint special representative. We've been trying to resolve this issue through diplomatic solution. At this time, still, I believe that there is no other alternative, but to resolve the issue is through peaceful means, through political dialogue. For that possible, both sides must stop fighting, must stop killing people, each other. And whichever countries may be providing arms and all this political support to either side must stop. Those has been my continuing urge. That we have to immediately begin a political dialogue. There is no other option but to resolve this issue through political transition. I'm sure that a joint special representative, Lakhdar Brahimi, will focus on that point. I have been consulting this matter with all the leaders of the world. Now, when it comes to then how United Nations should be equipped and reformed to support this kind of situation, to bring human dignity, a lot of discussions have taken place, even during the presidency of Swiss of the General Assembly, under the leadership of Joseph Dice. They have discussed the reform of the Security Council, how United Nations Security Council can be more democratically, more transparently, and more representative way be reformed.
this is an ongoing task of the member state of the United Nations. I sincerely hope that they will address these issues based on learning the lessons from all what have happened, what we have not been able to achieve. In July, I visited Srebrenica in Bosnia and Herzegovina. You remember that about 20 years ago, 8,000 people were massacred. In the name of all this, to cleanse, ethnic cleansing. And I said at that time, I do not want to see one of my successor Secretary General in the future would not repeat the apology which was made by the United Nations at that time to Syrian people again for the failures, what we could do now for what we have not done, we could not done. We must bring resolution, end to this crisis. Monsieur le secrétaire général, merci. La question de monsieur regroupait de toute manière, j'imagine, plusieurs questions qui devaient se poser sur la Syrie, dont celle sur l'action de la Suisse, monsieur le conseiller fédéral. Vous avez demandé en fait, vous souhaitez qu'on fasse plus parce que vous avez l'impression qu'on n'atteint pas les personnes qui souffrent. C'est exactement le sentiment qu'on a tous les jours. Donc la question que l'on se pose tout le temps maintenant, c'est comment pouvoir atteindre les personnes qui souffrent du point de vue de l'humanitaire. Et il y a deux façons en fait. C'est d'intensifier l'aide par les canaux traditionnels, ce que nous avons fait, mais c'est aussi de se poser la question d'autres canaux qui peuvent passer par des réseaux de solidarité. Et nous avons commencé à le faire, nous essayons de construire une aide aussi efficace que possible et aussi juste que possible dans ce cadre-là, et nous sommes prêts à faire ce que nous pouvons pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent recevoir de l'aide. Et sur le plan du travail en commun avec la société civile pour l'aspect politique, nous avons tenté avec d'autres de préparer l'après de manière à ce que les valeurs qui nous sont chères soient tout de suite là quand on arrivera au moment où il y aura l'après. Malheureusement, on ne peut pas dire quand, et malheureusement, pour le moment, ça dure vraiment beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait cru au début. Et cela, ça implique la troisième dimension, c'est la dimension politique. Peut-être je ne veux pas commencer là-dessus maintenant, parce que le secrétaire général en a parlé, mais sans une solution politique inclusive, plus rapidement possible, eh bien, on aura beaucoup de peine à véritablement préparer cet après et le mettre en place. Monsieur le conseiller fédéral, merci. Autre question, encore une fois, je vous en prie, s'il vous plaît, que ce soit vraiment une question précise et pas seulement une intervention. Monsieur là-bas, on va passer la parole, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur là-bas, qui lève la main avec la... Oui, s'il vous plaît. Your Excellency, as you mentioned during your speech, the Millennium Goals, up to the current events, do you think it is still possible to reach them by 2015? And if so, is there any goal that you have to work more on or requires more attention? Thank you. We have a little more than 3 years left before we can realize we can hit the target of Millennium Development Goals. By the end of 2015, I think it is possible. It is possible if there is a strong political leadership priority and together with resources provided, then these Millennium Development Goals can be achieved. However, in reality, the scorecards are very uneven depending upon the countries. We have already met the target, like reducing the abject poverty by half and reducing the number of people who are not having access to
safe drinking water, and providing primary education to young students. I think on these three goals we have achieved the target worldwide. But with the continuing economic crisis worldwide at this time, if there is no strong political leadership, then it may be very difficult. For example, suppose one country has just $1 million. Where this $1 million should be invested, that depends upon the leaders' priority. If they invest in education, if they invest in poverty eradications, this can be done. If this money can be used for other political purpose, for other area, MDG cannot be done. Again, to be very practical, we have to prepare for post-MDG 2015. That's what we have already begun. Why? Because all MDG goals are set with some numerical standard. Let's reduce by half in certain area, let's reduce by certain ratio. Even though we claim that we have achieved all, that means we will still have 50% of abject poverty people. Still 1 billion people go to bed hungry every night. We have to reduce this one. That's why sustainable development goals will be our priority. That is why I have made sustainable development will be #1 priority of this international community. Political stability should be sustainable. Economic, environmental situation should be sustainable. The Rio +20 summit meeting in Rio de Janeiro was a great success. They came out with a concrete package. This must be put into implementation, into action. That will be our continuing priority. Thank you. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. J'essaye de varier les âges et les sexes, si vous permettez. Madame, là-haut en blanc, Madame en blanc, s'il vous plaît. Monsieur, je suis désolé. Non, pardon, je dois passer la parole. Madame en blanc demandait la parole. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la règle. C'est la règle. Madame, on varie les questions. Madame, s'il vous plaît. Ma famille est en danger de mort dans les camps de Liberty. Monsieur Banquimont a dit que le camp de Liberty avait les équipements nécessaires pour recevoir des prisonniers, des réfugiés politiques. Il y a 3500 réfugiés politiques iraniens dans le camp de Liberty. Il n'y a pas d'eau, il y a 55 degrés, il n'y a pas d'électricité. Monsieur Banquimont, pourquoi vous ne déclarez pas le camp de Liberty comme un camp de réfugiés politiques? Monsieur, s'il vous plaît, la règle démocratique est que nous donnons la parole. Monsieur, nous vous avons entendu. Monsieur, s'il vous plaît, tout le monde vous comprend ici. Monsieur, s'il vous plaît, tout le monde vous comprend ici. Nous allons entendre la réponse de Monsieur Ban Ki-moon. Alors posez votre question, s'il vous plaît. Vous ne dites pas que le camp de Liberty est un camp de réfugiés politiques. Monsieur, voilà, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le secrétaire général, le temps... Non, monsieur, s'il vous plaît. Le temps nous étant compté. Monsieur le secrétaire général, voulez-vous, s'il vous plaît, répondre brièvement? Hélas, c'est la règle. Alors, s'il vous plaît, je vous propose de répondre brièvement à cette question. C'est la règle, monsieur, s'il vous plaît. I didn't follow what his question was. Sur Ashraf. United Nations, I'm very much concerned about the current situation of relocation of people in Camp Ashraf in Iraq. There were 300 some residents there, and with the agreement of Camp Ashraf residents and also Iraqi government, the Prime Minister al-Maliki, we've been smoothly relocating these people to better
facility, pending their ultimate resettlement in other third countries. The United Nations High Commissioner for Refugees Office have been identifying their legal status as a refugee. We've been discussing with Europeans and Americans and other potential countries who would provide their resettlement opportunities. But in the course of these several months, smoothly moving ahead, there has been some unreasonable way of opposition by the residents and also by certain leadership of this Camp Ashraf who are residing in Paris. They were making a lot of conditions. And because of that, this has not been moving ahead. There are still some residents remaining. I have been discussing this matter with the Prime Minister al-Maliki, and they have shown extremely generous as well as a patient understandings. I believe that we have to, first of all, relocate them to a better and more comfortable place and go through all this process by the High Commissioner for Refugees process. And we will continue to discuss with other potential countries who would provide their relocation, resettlement, permanent settlement opportunities. Thank you. Monsieur, merci. Question brève et réponse brève, hélas, parce que le temps nous est compté. Madame, la parole, vous aviez été un peu prise, donc s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Donc, je suis étudiante ici à Genève en relations internationales et donc très concernée par ce qui se passe à l'ONU. Et ma question s'adresse à son Excellence Ban Ki-moon. En tant que secrétaire général, est-ce que vous vous sentez parfois impuissant face à la lenteur du processus d'action des Nations Unies? Merci. United Nations is, I think, the largest multilateral international organization composed of 193 member states. If we combine the political will and resources of 193 member states, I think no international organization can beat in terms of power and strength and capacity. United Nations is the most universal with legitimacy in the world. But in reality, certain member states bring their own very national interests. That really hampers the efficiency and effectiveness of the United Nations. That we have to admit. But as the Foreign Minister has said, we need to be sometimes patient. Even though this process may be slow, looks inefficient, I think we have made many contributions for peace and stability and human rights. Without United Nations, who would protect the human rights of most vulnerable people, marginalized group of people? That's the United Nations. Without United Nations, who would carry out these Millennium Development Goals? Millennium Development Goals is a blueprint to make this world better for all. And without United Nations, who can keep all this peace and security? Who can work and stand up for peace and human rights? I believe in power of the United Nations. I believe in power of our engagement of the United Nations. But I know that we need to improve our efficiency. Thank you. Voilà, merci Monsieur le Secrétaire Général. C'est votre programme que je défends, votre programme horaire. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Conseiller fédéral de votre participation. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, de votre présence. Merci beaucoup.